Au Moyen Âge, l'hiver était une période de calme. Les champs restaient en jachère, les routes étaient bloquées par la neige, et les gens se réfugiaient dans la chaleur de leur demeure. Pour les guerriers, cependant, l'hiver représentait l'épreuve de résistance la plus dure. Imaginez un champ de bataille couvert de neige, les armures gelées jusqu'aux os, la respiration des combattants se transformant en nuages de vapeur, et le vent froid s'infiltrant sous les manteaux. Combattre dans de telles conditions signifiait affronter non seulement l'ennemi, mais aussi l'élément lui-même. Il n'est pas étonnant que la plupart des armées préféraient éviter les campagnes hivernales. Le gel, la faim et l'obscurité pouvaient disperser une armée plus sûrement que bien des batailles. Il n'était cependant pas toujours possible de déposer les armes pour l'hiver. L'histoire connaît des cas où l'on se battait même au milieu de gels terribles et de tempêtes de neige. À quel point était-il donc difficile de combattre en hiver au Moyen Âge? Qu'est-ce que les soldats devaient surmonter pour survivre aux longues nuits d'hiver en campagne? Comment les armées chevaleresques se préparaient-elles à l'hiver, et quand l'hiver rigoureux a-t-il pu renverser le cours de guerres entières? Dans cette vidéo, vous découvrirez les obstacles auxquels étaient confrontés les combattants médiévaux. Des doigts gelés sur les gâchettes d'arbalète, aux chevaux épuisés pataugeant dans la neige. Dans un instant, nous révélerons les histoires fascinantes des campagnes hivernales, des attaques surprises sur les rivières gelées, aux batailles sanglantes dans les tempêtes de neige, qui sont entrées dans l'histoire. Préparez-vous à une expédition glaciale dans le Moyen Âge, qui vous fera comprendre à quel point il était difficile de mener la guerre quand le paysage était pris dans la glace et la neige. Pendant la majeure partie du Moyen Âge s'appliquait une règle non écrite. Avec les premiers gels, la guerre s'apaisait. Même l'Église tentait d'instaurer la paix en hiver. À partir du XIe siècle, elle proclamait la paix de Dieu et la trêve de Dieu, qui étaient des interdictions de combattre certains jours et périodes, typiquement du jeudi au lundi, et pendant l'Avent ou les fêtes. Bien que ces interdictions ne fussent pas toujours respectées, elles reflétaient l'effort général de préserver le temps hivernal plutôt pour la piété et la préparation au printemps que pour l'effusion de sang. Les armées se rassemblaient traditionnellement au printemps, partaient en campagne en été, et à la fin de l'automne, les soldats rentraient chez eux ou dans leur quartier d'hiver. Les raisons étaient simples. La plupart des combattants étaient aussi des paysans ou des sujets avec des obligations sur leur domaine. À l'automne, il fallait récolter les moissons et faire des provisions pour l'hiver. De plus, peu avaient envie de geler dans les champs loin de la chaleur du foyer. À une époque où les souverains n'avaient pas encore d'armée professionnelle permanente, ils ne pouvaient pas simplement forcer leurs hommes à partir au combat au milieu du mauvais temps. Si les soldats décidèrent de rester plutôt chez eux en hiver, personne ne pouvait facilement les rattraper. Les exemples historiques le confirment. Quand le roi anglais Édouard III, dans les années 30 du XIVe siècle, tenta de convoquer une armée en hiver pour une campagne contre l'Écosse, beaucoup de nobles et de chevaliers ne vinrent tout simplement pas. Ils préférèrent rester dans leurs résidences au chaud, et le roi dut reporter le combat au printemps. Ce n'était aucun plaisir d'être en campagne en hiver, nota sèchement un historien moderne, et les guerriers de l'époque le savaient bien. De plus, dans une société agraire, il était établi que perturber le cycle de l'année économique comportait le risque de famine. Si les paysans, au lieu de s'occuper du bétail et des champs en hiver, partaient sur les champs de bataille, il n'y aurait rien à semer au printemps et rien à récolter en été. L'hiver était ainsi une sorte de trêve naturelle. Les châteaux et villes assiégés comptaient sur le fait que s'ils tenaient jusqu'aux premières neiges, les assiégeants seraient forcés de se retirer. Et c'était souvent le cas. Les attaquants n'arrivaient pas à se maintenir longtemps en campagne dans le gel. Un théoricien militaire du XIXe siècle nota qu'au Moyen Âge, il suffisait de s'enfermer derrière les remparts pour l'hiver, et beaucoup d'armées ennemies se désintégraient sans avoir pris la forteresse. Les défenseurs connaissaient la force du général Gel et comptaient sur elle. Il y eut pourtant des exceptions. Avec le temps, surtout au XIVe et XVe siècle, les pouvoirs étatiques se renforcèrent et des unités de mercenaires professionnels apparurent.
Certaines armées partaient alors en campagne, même en hiver, si la stratégie ou une situation urgente l'exigeait. En Europe centrale et orientale, les expéditions hivernales n'étaient pas si inhabituelles. Par exemple, dans les combats du royaume de Hongrie contre l'Empire ottoman, on se battait pratiquement toute l'année, et plus d'une bataille se déroula pendant les mois d'hiver. Les empires puissants parvenaient à approvisionner et payer une armée même pendant l'hiver, surmontant ainsi les limitations antérieures. Même ainsi, il était établi que celui qui n'y était pas obligé ne faisait pas la guerre en hiver. Les commandants savaient bien que le gel et la neige combattaient plutôt contre eux. Les soldats étaient les sujets aux maladies, les chevaux à la famine, et les provisions à la diminution rapide. Beaucoup d'auteurs médiévaux décrivent donc des pauses hivernales, où les deux camps du conflit attendaient une saison plus favorable. Parfois, on concluait même des trêves saisonnières. Chacun espérait que justement l'ennemi abandonnerait l'hiver en premier. Mais le répit ne réussit pas toujours aux deux. Si un camp violait le calme hivernal des armes par une attaque inattendue, il pouvait obtenir un énorme avantage de surprise. Les offensives hivernales inattendues sont entrées dans l'histoire par leur efficacité. Dans un moment, nous nous rappellerons certaines d'entre elles. Avant d'y arriver, regardons ce que représentaient réellement les campagnes hivernales pour les soldats ordinaires. Quelles souffrances devaient-ils surmonter jour après jour quand ils campaient dans un paysage enneigé loin de chez eux? Le plus grand ennemi du guerrier hivernal était simplement le froid. Une marche d'une journée entière dans le gel et passer la nuit à la belle étoile représentait une charge énorme, même pour des individus endurcis. Les soldats médiévaux n'avaient pas de sous-vêtements thermiques fonctionnels, ni de vestes en duvet. Ils comptaient sur la laine, le cuir et le feu. Ils portaient plusieurs couches de vêtements, des tuniques de dessous en lin et par-dessus d'épais manteaux de laine. Les chevaliers et les hommes d'armes lourds avaient sur le corps un gambeson rembourré, un gilet épais stratifié, qui les protégeait non seulement des blessures, mais aussi en partie du froid. Par-dessus, ils revêtaient des cottes de mailles et des plaques, sur lesquelles beaucoup portaient encore des surcots et des manteaux. Les guerriers riches bordaient leurs manteaux de fourrure. Une fourrure de renard ou de loup était une excellente isolation. Il restait pourtant vrai que dès qu'une personne restait longtemps debout dans le gel, elle commençait à avoir froid malgré ses vêtements. Les extrémités étaient les plus vulnérables, les doigts des mains et des pieds. Les gants se faisaient alors principalement en cuir ou en toile avec doublure, mais pendant le travail, par exemple charger une arbalète, le soldat devait souvent les enlever. Il suffisait de quelques minutes à main nue sur du métal glacé, et les doigts s'y blanchissaient et perdaient toute sensation. Les engelures aux mains étaient en fréquentes, de même qu'aux pieds. Les bottes des soldats étaient en dents en cuir, généralement juste montantes aux chevilles, et pas complètement imperméables. Contre le froid, les soldats y fourrèrent de la paille ou des chiffons, ou enfilaient parfois des chaussettes doubles en laine, mais les longues marches dans la neige garantissaient un mouillage et un gel subséquent des pieds. Les orteils gelés risquaient alors la mort des tissus. Si le soldat n'arrivait pas rapidement au chaud, il pouvait perdre ses orteils. La médecine de l'époque conseillait de réchauffer progressivement les membres atteints, par friction et eau tiède, en aucun cas brutalement au feu. Parfois on soignait les engelures en les enduisant de graisse d'oie et d'herbe, mais franchement, il n'y avait pas beaucoup de possibilités. Les engelures légères pouvaient être massées. Les graves finissaient infectées, et il fallait souvent amputer une partie du pied ou de la main. De tels cas dans les conditions de campagne signifiaient cependant pour le soldat la fin de sa participation à la campagne. Le fonctionnement quotidien dans le gel était épuisant. Les gens brûlaient plus de calories, étaient dits plus fatigués et plus sujets aux maladies. Celui qui était transi et refroidi pouvait facilement attraper une pneumonie ou une fièvre, et cela à une époque sans antibiotiques, signifiait souvent la mort. Le campement militaire en hiver était un foyer de maladie. Les soldats s'entassèrent dans des tentes ou des cabanes, insuffisamment chauffées, mais pleines de fumée du feu. La combinaison de fumée, de froid et de malnutrition conduisait à de fréquents problèmes respiratoires,
et à la propagation d'infections. Il n'est pas étonnant que parfois, plus de combattants tombaient victimes des maladies et du gel que de l'ennemi. Une grande préoccupation des commandants était de maintenir les hommes au chaud, au moins la nuit. Ils se répartissaient couramment en groupes, qui passaient la nuit ensemble autour des feux. Quand c'était possible, ils construisaient des camps provisoires, creusaient des fosses protégées du vent, construisaient des abris de branches et de toits de chaume ou utilisaient les congères comme isolation. N'importe quel matériau était bon pour se réchauffer. Les soldats dormaient serrés les uns contre les autres, pour se transmettre la chaleur corporelle. Les plus chanceux avaient né des couvertures ou des fourrures, les autres devaient se contenter de leur manteau, dans lequel ils s'enroulaient. Il arrivait quand même que le matin, certains ne se lèvent plus. Ils avaient gelé pendant le sommeil, surtout si leur garde s'était endormi et que le feu s'était éteint. Le feu était en effet dans le campement hivernal une question de vie ou de mort. Maintenir les feux toute la nuit n'était cependant pas facile. Il fallait sacrifier assez de bois, qui en hiver n'était pas en abondance. Les forêts enneigées ne fournissaient donc que du bois mouillé, qui brûle mal. Parfois les soldats brûlaient même l'équipement du camp, vieux tonneaux, boucliers cassés, juste pour obtenir un peu de chaleur. Quand arrivait un vent fort ou une tempête de neige, les feux ne pouvaient pas être maintenus et les soldats restaient livrés à leur propre résistance. Beaucoup de soldats étaient alors trouvés le matin par les officiers de transi et incapables de combattre, ou complètement morts. Psychiquement, l'hiver était aussi destructeur. Les longues nuits d'hiver, quand il fait nuit 14 heures, rongeaient le moral. Les soldats devaient monter la garde dans l'obscurité et le silence complet, quand la couverture neigeuse étouffait même les bruits habituels de la nuit. Ils ne voyaient pas à un pas, seulement les étoiles et leur respiration gelée exhalée. Il reste des rapports que les gardes sur les remparts en hiver s'endormaient de fatigue et de froid si profondément que eux-mêmes l'ennemi qui approchait ne les réveillait pas. Il n'était pas exceptionnel de trouver le matin une garde morte de froid à son poste. Cela arriva par exemple en 1363, lors du siège hivernal d'une forteresse en Lituanie, où un garde polonais se raidit tellement de froid qu'il tomba du rempart. Les privations constantes diminuaient l'envie des soldats de combattre. Des hommes affamés et transis perdaient la discipline, le mécontentement grandissait, ainsi que l'envie de simplement rentrer chez eux. Les bons commandants s'efforcèrent d'alléger l'hiver aux soldats. Ils les encourageaient et parfois distribuaient quelque chose pour se réchauffer. Le matin, une soupe chaude, le soir peut-être une ration de vin chaud ou d'hydromel, qui réchauffait au moins momentanément les corps transis et remontait le moral. Une telle mesure ne compensait certes pas l'absence de toit au-dessus de la tête, mais l'effet psychologique était considérable. Les soldats chantaient autour des feux nocturnes et se racontèrent des histoires pour oublier le gel, la camaraderie, et l'humour était parfois la meilleure défense contre l'obscurité hivernale désolée. Le moral en hiver souffrait. Les longues privations et l'inactivité pouvaient mener à l'apathie ou à la révolte. Les soldats, qui sentaient qu'ils ne survivraient pas une semaine de plus dans le gel, préféraient risquer la fuite plutôt qu'une mort certaine par le froid. Dans de telles conditions, il n'était pas facile de maintenir la capacité de combat des unités. Un poète médiéval écrivit même que les privations hivernales sont pires que le combat contre un dragon. Dans le roman chevaleresque Sir Gawain et le Chevalier Vert, le héros Gawain soupire que la pluie glacée et la neige le tourmentent plus que les loups et les monstres qu'il a affrontés. Même la littérature reflétait alors la réalité. L'hiver était un adversaire qu'il était difficile de vaincre, et cela valait du simple fantassin au plus noble seigneur. Dans un moment, nous découvrirons que le froid n'était pas le seul défi de la campagne hivernale. Main dans la main, avec le gel marchait aussi la faim, et celle-ci pouvait ruiner une armée aussi rapidement qu'une tempête de neige. En campagne militaire, il est doublement vrai qu'une armée marche sur son estomac. En hiver, c'était cependant un problème particulièrement brûlant. Alors qu'en été ou en automne, les soldats pouvaient se procurer bien des choses en chemin. Par exemple, récolter le blé des champs, les fruits des vergers ou chasser le gibier.
Le paysage hivernal était impitoyable et avare. Les champs étaient vides. Sous la neige, il n'y avait rien à trouver, et le gibier se cachait profondément dans la forêt. L'armée en expédition hivernale devait donc compter sur ce qu'elle avait apporté, ou sur les provisions qu'elle avait pillées dans les villes et villages ennemis. Les deux étaient difficiles. L'approvisionnement de centaines ou de milliers d'hommes exigeait une quantité énorme de nourriture. Un soldat consommait alors quotidiennement environ 3000 calories, parfois plus. L'activité pénible dans le froid brûle l'énergie rapidement. Cela signifiait environ un demi-kilogramme de bouillie de céréales, une miche de pain et un morceau de viande par jour et par personne. Pour une armée de 10 000 hommes, nous parlerions de tonnes de nourriture chaque jour. Ces provisions devaient être chargées quelque part et transportées avec soi. Pour cela servaient les colonnes de chariots, de longues files de chariots tirés par des chevaux ou des bœufs. En hiver, cependant, les chariots pataugeaient dans la neige boueuse ou la boue et progressaient très lentement. Souvent, ils s'enlisaient. L'essieu se cassait sur la piste gelée, où il était simplement impossible de faire passer le chariot à travers les congères. Les chariots d'approvisionnement devenaient ainsi un frein à l'avancement. De plus, ils étaient vulnérables. L'ennemi savait très bien que frapper l'approvisionnement signifiait vaincre l'armée. De petites unités d'embuscade guettaient donc souvent ces colonnes et dans le terrain hivernal. Il n'était pas facile de les défendre. Si les provisions n'arrivaient pas à temps, les soldats risquèrent la famine. Les chroniques médiévales décrivent de manière colorée des scènes où l'armée affamée mangeait littéralement n'importe quoi. Chevaux, chiens, chats, écorces d'arbres, herbes bouillies dans l'eau. Dans des cas vraiment extrêmes, les gens avaient recours même au cannibalisme. De telles horreurs sont enregistrées par exemple pendant la première croisade à la fin du XIe siècle, quand les assiégeants de la ville syrienne de Mahara, après des semaines de famine, mangèrent la chair des ennemis tombés. C'étaient des extrémités, qui n'arrivaient que dans le plus grand désespoir. Mais même une famine plus légère suffisait pour décomposer l'armée. Les soldats affamés perdirent la force de marcher et de combattre. Le moral touchait le fond, et les cas se multipliaient, où les unités se dispersaient simplement, pour que les hommes individuels mendient ou volent leur subsistance quelque part. Les commandants s'efforcèrent de prévenir de telles situations. Avant la campagne hivernale, ils ordonnaient d'accumuler des provisions, faire cuire des biscottes et des pains durs secs qui durèrent des mois, fumer et saler la viande, remplir des tonneaux de bière, parce que l'eau souvent n'était pas potable. En Angleterre, à l'époque de la guerre de 100 ans, fonctionnait un système d'approvisionnement réfléchi. Les shérifs locaux rassemblaient le blé et le bétail dans des entrepôts prédéterminés, d'où étaient ensuite expédiés les chariots vers l'armée. Mais même le meilleur plan pouvait échouer face à l'hiver. Il suffisait d'une tempête de neige qui barrait les routes et les convois n'arrivaient pas, ou l'ennemi entreprit un raid rapide sur les entrepôts et détruisit les provisions. L'approvisionnement ne concernait pas seulement les hommes, mais aussi les animaux. Les chevaux étaient une composante clé de chaque armée médiévale. Chevaliers à cheval, courriers montés, tracteurs de chariots, tous avaient besoin de chevaux. Et un cheval mange beaucoup plus qu'un homme. Les estimations indiquent qu'un cheval de guerre avait besoin d'environ 10 kg de foin et de céréales par jour, ce qui représente approximativement 10 fois plus de poids de fourrage que pour un fantassin. Et comme en hiver les chevaux ne pouvaient pas paître, les hommes devaient aussi transporter ce fourrage. Ajoutons à cela des milliers de chevaux dans l'armée, et nous arrivons à des dizaines de tonnes de fourrage par jour, une charge énorme pour le système d'approvisionnement. Quand la nourriture pour les chevaux manquait, c'était l'effondrement de la mobilité. Les chevaux affamés faiblissaient, tombaient malades et mouraient. Souvent, le commandant devait alors décider d'abandonner une partie de l'équipement, parce qu'il n'avait personne pour le traîner. Les registres d'armée du XIVe siècle indiquent des chiffres alarmants. Lors de la campagne en Écosse en 1300, l'armée anglaise perdit environ un tiers de tous les chevaux, en grande partie justement à cause de l'épuisement et de la faim.
Pendant plusieurs autres expéditions dans la même région, la perte de chevaux fut même de la moitié. C'était similaire ailleurs aussi. Dans les campagnes hivernales, les chevaux souffraient d'hypothermie, glissèrent sur la glace et se cassèrent les pattes, mais la principale cause de leur mort était le manque de fourrage. Il y avait bien sûr des tentatives pour prévenir ces pertes. Les armées en campagne s'efforcèrent d'obtenir du fourrage partout où elles le pouvaient. Il existait des faucheurs spécialisés, en latin, falcator, qui avaient pour tâche de faucher l'herbe et ramasser le foin pour les chevaux, chaque fois qu'ils tombaient sur une source. Cela n'aidait cependant que peu en hiver. Parfois les soldats s'emparèrent des réserves de foin stockées dans les domaines ou monastères ennemis. Quand cependant deux camps se battaient sur le territoire d'un même pays, par exemple guerre civile, un tel domaine pillé pouvait appartenir aussi à leurs compatriotes. La situation était alors d'autant plus tragique, parce que l'armée dévorait littéralement les ressources de son propre pays, et ces gens mouraient alors de faim. Tout l'hiver se déroulait alors sous le signe de négociations, de menaces, et parfois même de violences ouvertes entre les soldats et les civils, qui devaient les nourrir. Le printemps apportait alors souvent la famine. Les villages pillés pendant l'hiver n'avaient rien à semer ni rien à manger. Plus d'une chronique décrit des cas où, après le passage hivernal des troupes, des régions entières restèrent dans la misère et les gens mouraient de faim, parce que les provisions jusqu'à la prochaine récolte étaient parties. Le cantonnement hivernal des troupes, appelé quartier d'hiver, était une pratique courante. Souvent cela reconnaissait une sorte de patte temporaire. Aucun camp n'attaquait pendant l'hiver et les deux s'accordaient du temps pour se reposer. Mais ce calme était relatif. Dès que les neiges fondaient, les combats recommençaient. Il arrivait même qu'un des adversaires profite du fait que l'ennemi était dispersé dans les quartiers d'hiver et attaque encore en hiver. Une telle trahison des règles non écrites était risquée, mais pouvait glorieusement réussir. L'histoire connaît un cas des guerres hussites mentionnées. Le roi Sigismond pensait en décembre 1421 qu'il avait la paix avec les Hussites jusqu'au printemps, et envoya les unités de croisés dans les cantonnements d'hiver. Mais les Hussites, au lieu du sommeil hivernal, entreprirent une contre-attaque audacieuse, et dans les jours glacials de janvier 1422, dispersèrent les croisés surpris près de Niemiecki Brod. Cet exemple montre que compter sur l'hiver comme protection ne payait pas forcément. Nous parlerons des détails de cette campagne dramatique dans le chapitre consacré aux histoires des guerres hivernales. À quoi ressemblait la bataille elle-même, quand le paysage était couvert de neige et de glace? Le temps hivernal pouvait mélanger les cartes sur le champ de bataille autant que dans les coulisses. Beaucoup d'armes et de tactiques, efficaces en été, se comportèrent différemment dans la tempête ou sur une surface glissante. Le tir à l'arc et à l'arbalète était plus difficile en hiver. Les archers transis avaient les doigts des raides, si bien qu'ils ne pouvaient pas tendre les cordes aussi rapidement et précisément. Les flèches humidifiées par la neige perdirent en élasticité et en portée. Si de plus soufflait un vent glacé, la trajectoire du trait se courbait. La situation classique arriva dans la bataille de Towton en 1461. Dans une violente tempête de neige, les archers furent pratiquement aveuglés. Le camp vainqueur, les soldats de la maison d'York, avaient le vent dans le dos, si bien que leurs flèches portaient de plus loin, tandis que les flèches de l'adversaire, les troupes de la maison de Lancaster, avec la neige dans les yeux, tombèrent plutôt au sol. Les Yorkistes, selon la description des chroniques, ramassèrent même les flèches de leurs ennemis plantées dans le sol et les leur renvoyèrent. La tempête de neige les aida ainsi, paradoxalement, à vaincre dans la bataille la plus sanglante du Moyen-Âge anglais. La cavalerie lourde, médiévale, perdait aussi son avantage en hiver. Un cheval pesant une demi-tonne avec des fers n'avait pas le pied sûr sur la glace. La charge chevaleresque, furieuse, qui pouvait décider une bataille d'été, ne se faisait pas sur un champ gelé. Les chevaux glissaient, ralentissaient, et les chevaliers ne pouvaient pas se déployer correctement en formation. La neige profonde rendait l'attaque encore plus lourde. Les chevaux s'enfonçaient jusqu'au ventre. Au lieu du galop, ils ne faisaient que marcher prudemment. Un chroniqueur balte du XIVe siècle décrit l'attaque non réussie de croisés dans les congères.
lors de laquelle les chevaliers durent descendre de cheval et patauger à pied, parce que leurs chevaux ne pouvaient plus aller plus loin. L'ordre des chevaliers teutoniques organisait même au XIVe siècle les voyages d'hiver, Reisen, en territoire païen, parce qu'ils comptaient que le terrain gelé faciliterait le passage et que l'ennemi serait moins vigilant. Souvent, cependant, il leur arrivait aussi que les tempêtes de neige et le gel terrible déjouaient leurs plans. L'hiver ne se laissait pas commander. L'infanterie s'en sortait un peu mieux, mais pour elle aussi, le terrain enneigé était traître. Les rangs de soldats se maintenaient difficilement en formation sur une surface inégale et glissante. Imaginons par exemple des mercenaires italiens ou suisses avec de longues piques, progressant contre l'ennemi. Sur un champ plat, ils parvenaient à maintenir un rang serré. Mais sur la neige, leur rang se déchirait. Chaque homme devant contournait les congères ou les ornières gelées. Cela créait des brèches dans lesquelles l'adversaire pouvait s'engouffrer. Les combats hivernaux passaient donc souvent rapidement en mêlées moins organisées d'hommes contre hommes, parce que l'ordre tactique se dissolvait dans le combat pour chaque pas sur la surface verglacée. Le temps pouvait aussi influencer la technique. Si l'armée utilisait des machines de siège ou des canons, elle avait des problèmes avec eux en hiver. Le froid glacial pouvait endommager les cadres en bois des machines, les poutres se fissuraient, fragilisées par le gel. Les cordes des catapultes perdaient leur tension en s'humidifiant et en gelant. Pour les armes à feu portatives, il y avait le risque que la poudre s'humidifie à cause de la neige ou ne puisse pas être allumée avec une mèche mouillée. Les artilleurs devaient faire beaucoup d'efforts pour préserver la poudre et les canons de l'humidité. Souvent, ils devaient les couvrir de bâches et les réchauffer avant de tirer. Lors du siège d'un château en hiver, les défenseurs se débattaient avec le fait que l'eau gelait dans les seaux pour éteindre les flèches incendiaires, tandis que les attaquants ne pouvaient pas creuser de sape dans la terre dure comme la pierre. Un chapitre spécifique était celui des étendues de d'eau gelée. L'hiver peut transformer le paysage, là où en été coulait une large rivière, apparaissait un pont de glace. Là où il y avait un marécage, se formait une plaine de glace solide. Cela pouvait aider les soldats comme leur nuire. Les rivières gelées facilitaient souvent l'invasion. Par exemple, les Mongols en hiver 1237 à 38 grâce à cela franchirent sans difficulté les grandes rivières de Russie. De même, les armées suédoises au XVIIe siècle traversaient par la glace les détroits marins. Déjà au Moyen Âge existent des mentions que les armées attendaient qu'une rivière gèle, pour pouvoir surprendre l'ennemi là où il ne les attendrait pas en été. D'autre part, le mouvement sur la glace comportait des risques. Elle devait être assez épaisse, sinon elle se brisait sous le poids des soldats et des chevaux. C'est exactement ce qui arriva à certaines armées malheureuses. En 1270, dans la bataille sur la mer gelée près de Caruse, les croisés se seraient enfoncés dans la glace qui craquait et beaucoup se noyèrent. De même, lors de la retraite de la bataille du lac Peipou en 1242, la bataille sur glace, les chevaliers poursuivis payèrent de la glace qui se brisait sous eux. L'hiver pouvait en quelques minutes transformer la terre ferme en piège. La nature hivernale fournissait aussi un certain camouflage. Une forte chute de neige, ou le brouillard pouvait cacher le mouvement des unités. De l'histoire du Japon, nous connaissons l'exemple, où au XVIe siècle des soldats utilisèrent une chute de neige inattendue, pour s'approcher sans être vus des remparts. Les gardes ne voyaient que blanc devant eux, et l'attaque vint, quand l'ennemi était déjà à la porte. En Europe, la tempête de neige servit de même par exemple à Janjishka, quand il se déplaça secrètement dans le paysage derrière une tempête de neige. Cet avantage allait cependant de pair avec l'inconvénient. Les soldats marchant dans un tel mauvais temps ne voyaient presque rien eux-mêmes, et risquèrent de se perdre ou de se séparer. Le pistage de l'ennemi selon les traces dans la neige était aussi possible, si toutefois les traces n'étaient pas recouvertes par le vent entre-temps. Globalement, mener une bataille en hiver était beaucoup plus difficile et moins prévisible. Le commandant devait compter avec la possibilité que ses plans soient déjoués par l'influence du temps. Parfois, il choisissait plutôt la retraite ou le report du combat, s'il voyait que les conditions étaient trop défavorables. D'autres fois, il ne voulait pas renoncer au combat.
Il comptait alors sur la détermination morale de ces hommes, et peut-être aussi la foi que Dieu donnerait raison dans le gel justement à eux. Maintenant, regardons quelques moments historiques, concrets, où l'on se battit au milieu de l'hiver, et où l'hiver lui-même influença significativement le résultat. Maintenant, sur quelques événements concrets, nous montrerons comment l'hiver put influencer le cours des combats. Chacune de ces histoires offre une perspective différente, de la ruse pendant les fêtes à l'affrontement légendaire sur le lac gelé. Plongeons-nous donc dans le récit, et suivons comment le gel écrivit l'histoire. L'hiver comme temps de calme des armes. Pas pour le chef viking Guthrum. Celui-ci utilisa les fêtes d'hiver de 877 à 878 pour une attaque inattendue. Il viola ainsi même le temps sacré des fêtes de Noël, où d'habitude on ne faisait pas la guerre. Sur le royaume anglo-saxon de Wessex, le légendaire roi Alfred le Grand célébrait Noël 877 dans sa résidence de Chippenham, entouré seulement d'une petite suite. Il supposait que les Danois, vikings, ne combattaient pas pendant la période hivernale, surtout pas pendant les fêtes chrétiennes. Guthrum cependant surprit tout le monde. À l'Épiphanie, le 6 janvier 878, son armée attaqua soudainement Chippenham. Elle déferla dans une tempête de neige et fit irruption dans la ville. Les Saxons non préparés subirent une défaite écrasante. Le roi Alfred avec quelques fidèles put à peine s'enfuir dans les marécages d'Athelney, où il se cacha ensuite, selon la légende. Il aida alors incognito une certaine paysanne à faire cuire des pains qu'elle lui brûla. Ainsi naquit l'histoire d'Alfred et des galettes brûlées. Les Vikings de Guthrum dominèrent ainsi pendant l'hiver une grande partie du Wessex. Alfred ne resta cependant pas inactif. Il forma les forces restantes et au printemps passa à la contre-attaque. En mai 878, dans la bataille d'Eddington, il vainquit Guthrum et récupéra son royaume. Néanmoins, la leçon fut dure. L'attaque hivernale faillit lui coûter le trône. Cette histoire montre quel effet de surprise pouvait avoir une attaque à une époque où aucune résistance n'était attendue. Les Vikings ignorèrent la tradition du calme pendant les fêtes, ainsi que le fait que le terrain hivernal est exigeant, et gagnèrent ainsi une avance décisive. Pour les souverains médiévaux, s'en dégage la leçon. Ne sous-estime jamais l'adversaire, même quand il gèle et que tous se reposent apparemment. L'hiver servit comme une arme puissante aussi aux conquérants mongols lors de leur raid en Europe. Quand les armées mongoles sous la direction de Batu, petit-fils de Gengis Khan, envahirent à la fin de l'année 1237 la Russie, les princes locaux furent en état de choc. Ils n'attendirent pas d'attaque au milieu de l'hiver, et certainement pas de nomades des steppes lointaines, qui auraient dû rester dans le gel. Mais les Mongols firent preuve d'une adaptation géniale. Ils attendirent que les rivières gèlent, et les utilisèrent comme route parfaitement plate pour leurs cavaliers. Quand la Volga et les cours d'eau plus petits gelèrent, les Mongols partirent sur leurs plaines de glace directement vers les objectifs. Au lieu de laborieux gués à travers les marécages ou de construction de ponts, ils glissaient simplement sur la glace avec leurs chevaux et des centaines de chariots. Ryazan, une des premières villes russes sur la route, tomba après un court siège déjà le 21 décembre 1237. Le chroniqueur décrit les horreurs. Les Mongols brûlèrent la ville, tandis que le paysage environnant était recouvert de neige imbibée de sang. Pendant janvier 1238 ensuite, Batu continua plus loin. La rivière Oka gelée lui permit de contourner les forteresses et de frapper directement Vladimir, un des centres principaux de la Russie. Il le prit en février 1238. Les Mongols ne s'arrêtèrent pas même dans les plus grands gels. Leurs unités de cavalerie mobile contournaient les forêts gelées, encerclaient les fuyards sur les lacs gelés et dispersaient toute résistance. Comment est-il possible que justement les Mongols réussirent là où une armée européenne gelée par l'hiver aurait échoué? La réponse est une combinaison de modes de vie différents et de préparation. Les Mongols étaient habitués aux extrêmes. Leur patrie dans les steppes asiatiques avait des hivers cruels. Ils portaient des peaux de mouton et des bonnets de fourrure, dormaient même dans le gel dans des tentes, yourtes,
chauffés par des feux. Leurs petits chevaux résistants parvenaient à trouver de la nourriture même sous la neige. Ils se déterraient de l'herbe sèche avec leurs sabots et n'avaient pas besoin d'autant de foin que les chevaux nobles européens. L'armée mongole de plus voyageait léger. Aucune armure lourde, juste des cuirasses de cuir et lamellaires, si bien que les soldats pouvaient se mouvoir prestement même dans la neige profonde. La campagne hivernale des Mongols contre la Russie fut un succès écrasant. Cette tactique, les Mongols l'utilisèrent d'ailleurs aussi plus tard lors de l'invasion de l'Europe centrale en 1241. Là aussi, ils franchirent les rivières gelées et envahirent de manière inattendue la Hongrie et la Pologne. Ce n'est pas pour rien que se répandit ensuite à travers l'Europe l'horreur des Tatars gelés. Jusqu'au printemps 1238, les Mongols détruisirent la plupart des armées russes de campagne et brûlèrent des dizaines de villes. Les combattants russes restants se retirèrent dans les forêts et marécages que les Mongols préférèrent laisser tranquilles quand vint le dégel. Les annales russes décrivent que le châtiment de Dieu vint sous la forme de Tatars gelés, qui arrivèrent de l'Est comme une tempête d'hiver et balayèrent tout. Cet exemple montre que dans les mains d'une armée disciplinée et adaptable, même l'hiver pouvait devenir un allié. Il aida les Mongols à surprendre les ennemis et utiliser des directions d'avance non traditionnelles. Quand on dit Moyen Âge et combat sur glace, beaucoup de gens visualisent la fameuse bataille du lac Peipou de 1242. Cette bataille, rendue célèbre aussi par le film de Sergei Eisenstein Alexandre Nevsky, devint le symbole du triomphe de soldats légers sur des hommes d'armes lourds dans des conditions glaciales. Que s'est-il passé alors ? En 1242 pénétrèrent sur le territoire de la Russie actuelle, dans la région de Pskov et Novgorod, des chevaliers de l'ordre de Livonie, branche de l'ordre des chevaliers teutoniques. Le commandement était assuré par le maître de l'ordre Andreas von Felben. Ces forces de croisés voulaient étendre leur pouvoir vers l'est et tentèrent d'occuper Pskov. Contre eux se dressa le jeune prince Alexandre Nevsky, qui avait déjà de l'expérience des combats avec les Suédois. En avril 1242, les deux armées se rencontrèrent sur le lac Peipus, gelé, appelé aussi Peipus, à la frontière actuelle russo-estonienne. C'était le 5 avril, mais le printemps dans ces contrées n'avait pas encore commencé. Le lac était couvert d'une glace épaisse, et partout gisait la neige. Alexandre Nevsky choisit habilement le lieu d'affrontement. Il entra certes sur la glace, mais près de la rive orientale, où il avait en réserve la terre ferme. Il laissa ses hommes légèrement armés, et les alliés estoniens se déployaient en formation large sur la glace et attendit. Face à eux, sortirent les chevaliers lourds en armure, avec beaucoup de bannières d'ordre et d'hôtes de croisée. Ils auraient formé un coin rappelant la lame d'une lance, la formation en coin. La glace sous leurs chevaux craquait et grinçait, mais les chevaliers partirent au galop en avant, pour percer à travers les rangs ennemis. Au début, cela leur réussit. La première ligne de Nevsky recula devant la charge furieuse des chevaliers. Mais la surface glissante et la formation étendue de l'armée de Nevsky firent que les croisés se trouvèrent encerclés. Leur coin s'enfonça dans l'adversaire, mais resta ensuite coincé. Les combattants russes et estoniens se jetèrent d'eux sur les flancs des chevaliers et commencèrent à les encercler. Les chevaliers de l'ordre découvrirent bientôt qu'ils étaient coupés sur la glace. Devant eux, les ennemis, sur les côtés la plaine libre et derrière eux, loin la rive. À ce moment se produisit le moment décisif de la bataille. Selon les chroniques russes, la glace commença à craquer sous les chevaliers en retraite. Les armures lourdes et l'amas de cavaliers firent leur œuvre. En plusieurs endroits, la glace se brisa, et les chevaliers avec leurs chevaux s'enfoncèrent dans l'eau glacée. Les chroniques exagèrent quand elles affirment que la glace s'effondra et ensevelit sous elle des milliers de croisés. Les historiens modernes estiment que peut-être des dizaines d'hommes se noyèrent, surtout des hommes d'armes lourds, qui ne parvenaient pas à s'extraire de l'eau glacée. En tout cas, cela provoqua la panique dans les rangs des croisés. Ils commencèrent à fuir vers la rive occidentale du lac, poursuivis par la cavalerie de Nevsky.
La glace, affaiblie par le soleil printanier et les secousses pendant la bataille, continuait à se briser. La fuite se changea en chaos. Beaucoup de chevaliers furent tués ou capturés encore sur la glace. Le reste se dispersa dans les forêts. La bataille du lac Peipou, plus tard célébrée comme le massacre sur glace, se termina ainsi par une défaite écrasante de l'ordre. Les pertes des frères de l'ordre furent sensibles. On mentionne environ 20 chevaliers retombés et 6 capturés, ce qui était un grand nombre pour un petit ordre, et l'ordre de Livonie dut se retirer des terres de Pskov. Dans la tradition russe, cette bataille devint une légende. La victoire de Nevski fut attribuée aussi à l'aide divine, quand la glace s'ouvrit et engloutit les infidèles. Il est certain que se montra admirablement le contraste entre la mobilité légère et la force lourde. Les soldats russes en fourrure et armure légère se débrouillèrent dans les conditions hivernales beaucoup mieux que les chevaliers cuirassés. La glace et le gel travaillaient pour Nevski. L'hiver dans les pays baltes joua un rôle aussi lors de la campagne du roi tchèque, Przemysl Ottokar II. Celui-ci, en 1255, se joignit à l'expédition de croisade en Prusse aux côtés de l'ordre des chevaliers teutoniques. Le territoire inhospitalier de Gemaitija et de Courlande était en été difficilement pénétrable, plein de marécages et de rivières. Mais en hiver 1255, il se transforma en plaine de glace. Selon la légende, Przemysl Ottokar fit même chausser ses chevaliers d'une sorte de patin primitif et glisser sur les lagunes gelées de la mer Baltique, contournant ainsi les fortifications ennemies. Que ce soit vrai ou exagération, il est certain que grâce à la campagne hivernale, les armées chrétiennes parvinrent en janvier 1255 à prendre une forteresse stratégique sur la côte et à fonder la nouvelle ville de Königsberg, en tchèque Kralovec, aujourd'hui Kaliningrad. Les sources tchèques enregistrèrent avec fierté que le roi Przemysl était présent à ce triomphe. La campagne hivernale lui valut la gloire de roi de fer et d'or qui ne craignit pas même la mer gelée. Les Suisses auraient pu raconter aussi leur expérience du combat en terrain défavorable. En 1315, l'armée des chevaliers habsbourgeois envahit les vallées alpines pour punir les cantons rebelles. Le 15 novembre 1315, par un matin d'hiver froid, les chevaliers progressaient par le col de Morgarten. Les paysans et tireurs suisses les guettaient plus haut, sur le versant. Au bon moment, ils déversèrent sur la colonne de cuirassés une avalanche de pierres et de troncs d'arbres. Sur le flanc verglacé de la route, les chevaliers ne tinrent pas. Les chevaux glissaient, et les soldats tombaient les uns sur les autres dans les eaux glacées du lac aigrisé sous le col. Les Suisses accoururent alors avec des hallebardes et des arcs et achevèrent l'œuvre de destruction. La bataille de Morgarten se termina par un fiasco complet de la noblesse autrichienne, et pour la Suisse signifia une victoire qui consolida son indépendance. Les montagnes, le gel et le moment de surprise vainquirent là la fameuse armure chevaleresque. L'hiver ne protégea pas non plus le fameux empereur romain et roi de Hongrie Sigismond de Luxembourg de la défaite, que lui préparèrent les Hussites. La deuxième croisade contre les Hussites envahit la Bohême à l'automne 1421 et remporta d'abord des succès. Les croisés occupèrent Kutna-Hora, la ville minière stratégique. Vint cependant l'hiver, et Sigismond pensait qu'il suffisait d'attendre jusqu'au printemps. En décembre 1421, il dispersa donc son armée dans les villes environnantes et célébra lui-même Noël dans Kutna-Hora conquise. Les croisés pensaient que les Hussites s'étaient brisés et qu'en hiver ils n'oseraient pas de grandes actions. Ce fut une erreur fatale. Jean Žižka, le légendaire commandant hussite aveugle, décida de frapper malgré la neige et le gel. Déjà fin décembre 1421, il convoqua ses unions, Taborites, Orebites et Pragois, et les déplaça silencieusement plus près de Kutna-Hora. Le 6 janvier 1422, à la fête des rois mages, les Hussites attaquèrent par surprise les unités de croisés près du village de Nebovidi, non loin de Kutna-Hora. Le camp de Sigismond y fut surpris.
Les Hussites, avec leurs chariots forteresses, mirent en déroute les gardes avancés, et les croisés, surpris et transis, se mirent en retraite. Sigismond lui-même échappa de justesse de Kutna-Hora, tandis que son arrière-garde livrait de violents combats aux combattants de Jijka. Selon les chroniques, régnait ce janvier des gels cruels, au point que les visages des gens gelèrent en un instant. Cela ne gênait pas les Hussites. Ils poursuivirent avec persévérance les croisés en retraite en direction de Niemekibrod. Là se rassemblèrent les restes de l'armée de croisés, surpris, affamés et démoralisés. Jijka ne les laissa pas reprendre souffle. Dès le 10 janvier 1422, il commença l'attaque sur Niemekibrod. Les croisés se défendirent désespérément. Ils savaient que s'échapper signifiait essayer de percer à travers la glace et la neige. Jijka brisa leur résistance et prit la ville. S'ensuivit un massacre sanglant. Les Hussites tuèrent la plupart des défenseurs restants, y compris ceux qui se rendaient. Pour illustrer la dureté, Jijka fit brûler des granges pleines de soldats croisés cachés. La cruauté des Hussites était en partie vengeance pour les atrocités antérieures des croisés. En partie, effort pour terroriser d'autres ennemis. Les registres contemporains témoignent de plus que l'hiver, au tournant des années 1421 à 22, fut exceptionnellement rigoureux, un des plus froids depuis longtemps, ce qui rend la victoire hussite d'autant plus remarquable. Le résultat, la deuxième croisade s'effondra. Sigismond perdit une grande partie de l'armée, qui ne revint plus en Bohême. L'Europe fut choquée par la nouvelle que les Hussites hérétiques avaient vaincu les chevaliers en hiver. Quelque chose d'inouï. L'offensive hivernale de 1422 entra dans l'histoire des guerres tchèques comme un coup de maître. Elle montra que les armées de campagne hussites étaient capables de combats même dans les conditions les plus dures, tandis que les armées chevaleresques comptant sur la trêve hivernale traditionnelle le payèrent. La légende populaire décrivit plus tard que la rivière Sazava, coulant de Niemekibrod, se colora alors du sang des croisés vaincus, et que l'hiver rigoureux conserva les corps des tombés intacts jusqu'au printemps, comme un memento. Il est certain qu'après cette défaite, aucun autre croisé n'osa sous-estimer les Hussites, même dans les mois d'hiver. En conclusion de notre série d'histoires, revenons à la bataille de Towton, qui a déjà été mentionnée. Elle devint en effet synonyme de catastrophe militaire hivernale au Moyen Âge tardif. Towton, nord de l'Angleterre, près d'York, vit le 29 mars 1461 l'affrontement de deux armées royales, se battant pour le trône anglais. Même si calendairement il s'agissait du printemps, mars, le temps correspondait plutôt à l'hiver. Il y avait de la neige et pendant la bataille se déchaîna une tempête. Face à face se tenaient les partisans de la maison d'York, menés par Édouard, comte de Marche, se proclamant roi Édouard IV, et les partisans de la maison de Lancaster, menés par le commandant expérimenté Sir Henry Beaufort, duc de Somerset. Les deux camps rassemblèrent des nombres énormes. Les estimations parlent de 50 à 60 000 hommes au total, ce qui était peut-être la plus grande armée qui se soit jamais affrontée en Angleterre. La bataille fut extrêmement sanglante et longue. Les chroniqueurs indiquent qu'elle dura du matin au soir. La forte chute de neige gêna d'abord l'orientation. Les yorkistes utilisèrent cependant ce vent dans le dos, comme déjà dit, et déjouèrent tactiquement les Lancastres dans la fusillade. Puis vint le combat rapproché. On se battit à la vie à la mort. La couronne d'Angleterre était en jeu, si bien que personne ne reculait. Le temps glacial semblait émousser l'humanité. Aucun prisonnier n'était pris, les deux camps ressentaient une haine énorme. La guerre des Roses était aussi une guerre civile, pleine de vendetta personnelle. Selon les découvertes squelettiques conservées de ce champ de bataille, nombre de tombés subirent des blessures multiples. Ils combattirent jusqu'au dernier souffle, même s'ils étaient déjà gravement blessés. La neige se transforma rapidement en boue piétinée mélangée de sang. On dit de Towton qu'il y neigeait du sang. Vers la fin de la bataille, les armées lancastres se mirent en retraite, qui se changea en poursuite et massacre des fuyards. Beaucoup fuyaient par la rivière Coq gelée, coulant près, et la glace ne les porta pas.
Ils se noyèrent dans l'eau glacée ou furent tués par l'ennemi en fuite. Tout le paysage, dans un rayon de plusieurs kilomètres, était parsemé de corps morts. Les estimations parlent de 20 à 28 000 tombés, ce qui fait de Towton probablement la bataille la plus sanglante sur le territoire britannique dans l'histoire. L'hiver y joua son rôle plutôt indirectement. Il accentua la souffrance et compliqua la fuite des vaincus. Le temps glacial compliqua d'ailleurs aussi les conséquences de la bataille. Le sol gelé empêcha d'enterrer rapidement des milliers de morts, si bien que les corps recouverts de neige restèrent sur le champ de bataille jusqu'au réchauffement. Les yorkistes vainqueurs, grâce à elles, parvinrent à mener leur victoire jusqu'au bout. La poursuite fut facilitée par le terrain gelé. Towton ferma ainsi notre mosaïque d'exemples, où l'hiver fut un participant silencieux, mais puissant du conflit. Après cette bataille, le nouveau roi Édouard IV déclara qu'il ne voulait jamais combattre dans de telles conditions à nouveau. Les Anglais se souvinrent longtemps de cette horreur, et la tempête de neige pleine de flèches volantes et de soldats hurlants devint partie de leur mémoire nationale. L'hiver en pleine force frappa aussi le destin d'un des féodaux les plus puissants du Moyen-Âge tardif, le duc de Bourgogne Charles le Téméraire. Ce souverain ambitieux décida à la fin de l'année 1476 d'assiéger la ville de Nancy en Lorraine, et cela malgré l'hiver profond. Ses soldats souffraient du gel et du manque de nourriture, parce que les environs étaient épuisés par la longue campagne. Charles croyait cependant qu'il tiendrait jusqu'au printemps. Au Nouvel An, 1477, arriva cependant l'armée lorraine, avec le soutien des Suisses, au secours de la ville assiégée. Charles le Téméraire et ses unités épuisées furent surpris sur les plaines couvertes de neige près de Nancy. Ces soldats, affaiblis par l'hiver et la faim, ne purent résister aux forces fraîches de l'ennemi. La bataille de Nancy du 5 janvier 1477 se termina par une défaite complète des Bourguignons, et le duc Charles lui-même trouva la mort dans la mêlée. Son corps transi fut découvert seulement 2 jours plus tard, dans un fossé boueux, mutilé et presque méconnaissable. Par cette fin tragique se termina non seulement la campagne de Charles, mais aussi l'ère de la Bourgogne indépendante. Beaucoup de contemporains le perçurent comme un avertissement, que l'orgueil et l'entêtement, sous la forme de la persistance dans le camp hivernal, mènent à la perte. L'hiver se montra à nouveau être l'allié silencieux des plus faibles. La principauté de Lorraine n'aurait peut-être pas vaincu Charles en été, mais en janvier même, le grand-duc dut s'incliner devant la puissance du gel. Comme vous avez pu l'entendre de ces histoires, le temps hivernal put au Moyen-Âge décider des guerres et changer les destins des rois et de nations entières. Les histoires des combats hivernaux au Moyen-Âge portent en elles un enseignement intemporel. Même aujourd'hui, à l'ère des technologies modernes, le temps et le climat restent un facteur qui peut influencer fondamentalement le résultat d'un conflit. Le général Gell, comme on appelle personnifié l'hiver dur, vainquit maintes fois dans l'histoire des armées plus puissantes. Ce qu'ont vécu les chevaliers ou fantassins médiévaux se répéta sous certaines variantes aussi dans les siècles suivants. Napoléon Bonaparte pourrait en parler. En 1812, il arriva à Moscou avec une grande armée d'un demi-million d'hommes et repartit avec une poignée d'hommes misérables. Alors naquit le terme général Gell pour l'hiver russe terrible, qui devint l'allié des défenseurs. L'hiver russe, et bien sûr aussi la tactique russe de la terre brûlée, détruisit complètement l'armée française, jusque-là invincible. De même finit l'invasion nazie en URSS en 1941. Les tanks et soldats allemands, habitués au climat doux de l'Europe, gelèrent devant les portes de Moscou. Les soldats mouraient d'hypothermie, la technique rendait l'âme, les huiles durcissaient, les moteurs ne pouvaient pas démarrer, les armes gelaient. Tout cela malgré le progrès dans l'armement. L'hiver resta maître du champ de bataille, celui qui le sous-estima perdit.
Les armées modernes ont tiré les leçons de ces leçons. Aujourd'hui, les soldats dans les régions froides portent des tenues de camouflage blanches, des uniformes chauds stratifiés, des chaussures spéciales avec isolation contre le gel, et utilisent un équipement comme les scooters des neiges ou les skis. Il existe des unités spéciales pour les combats arctiques et de haute montagne, qui apprennent à survivre et combattre dans des conditions hivernales extrêmes. Par exemple, pendant la guerre d'hiver, 1939 à 40, entre la Finlande et l'Union soviétique, les soldats finlandais à ski et en tenue de camouflage parvinrent, grâce à une meilleure connaissance du terrain hivernal, à détruire les forces d'invasion soviétiques beaucoup plus nombreuses. Ils se déplaçaient rapidement dans les forêts, attaquèrent les convois gelés et disparaissaient à nouveau. Tout cela par des températures autour de moins 30 degrés Celsius. Bien que les soldats d'aujourd'hui aient l'avantage de couvertures thermiques, de bunkers chauffés ou de nourriture chaude instantanée, dès qu'ils sortent dans le gel, ils sont dans la même situation que leurs prédécesseurs médiévaux. Le corps humain n'a pas changé en des siècles, le froid le menace de même. Il suffit de regarder les conflits contemporains, dans les régions montagneuses ou en Ukraine, où la boue et le gel compliquent à nouveau la situation aux commandants. Bref, certaines choses sont immuables, et même les soldats contemporains ne le prennent pas à la légère. Beaucoup d'armées incluent Andichi dans l'entraînement des cours de survie hivernale. Lors de ceux-ci, les recrutants contemporaines apprennent à construire dans les congères un abri provisoire, allumer un feu dans la neige, soigner les engelures ou se déplacer sur ski et raquettes. Ils découvrent ainsi que même avec l'équipement moderne, le séjour dans le gel n'est pas une promenade dans un jardin de roses. L'histoire du combat hivernal vit donc encore dans les leçons que les soldats subissent encore aujourd'hui sur les terrains d'entraînement. Du point de vue de l'homme du XXIe siècle, toutes les souffrances décrites sont difficiles à comprendre. Aujourd'hui, nous avons le chauffage central, des vestes imperméables, des chaussures chaudes avec fourrure et du thé chaud à portée de main. Et pourtant, nous nous plaignons parfois du désagrément en hiver. Quand cela arrive, il suffit de se rappeler l'image du soldat médiéval, qui sans les commodités modernes gît par une nuit glaciale près du feu, tremble de froid, et demain l'attend la bataille. Soudain même un jour d'hiver maussade nous paraîtra plus supportable. Après tout, nous pouvons être reconnaissants que combattre en hiver la plupart d'entre nous n'est plus à le faire aujourd'hui. Je vous remercie de vous être lancé avec moi dans ce voyage glacial de l'histoire jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, je serai très content que vous lui donniez un like et que vous la partagiez avec vos connaissances, qu'eux aussi apprennent quelque chose de nouveau sur le Moyen-Âge. N'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne, si de tels sujets vous intéressent, pour qu'aucun prochain récit ne vous échappe. Encore une fois, merci pour votre temps, portez-vous bien, et nous nous reverrons la prochaine fois pour une autre vidéo. Au revoir.